Bonjour, Éric Gibaud, ericgibaud.com et bienvenue dans mon humble demeure. Bon, presque, enfin, ça serait sympa si c'était à moi quand même. Il faudrait faire quelques petites réformes, peut-être faudrait retaper un petit peu, mais enfin, bref. Mais en fait, c'est pas pour ça. On est là pour parler d'Urbex. Urbex, Urban Exploration, donc exploration urbaine. Et je vais parler un petit peu des choses qu'il faut prendre en compte, la sécurité, les conditions, tout ça, mais aussi te montrer des photos que je vais faire, la technique et tout ça, un peu le matos que j'utilise. Voilà, donc on va parler de tout ça. Voilà. Mais n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, écoledephotographie.com. Mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo. Je vais quand même te dire trois points importants. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, eh bien, tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu vas partir bientôt à la retraite et que tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Par contre, on peut faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de financement à 100%. Ils sont en train de voir si ça ne serait pas 30% de la part de l'élève, mais pas que les formations photo, hein, n'importe quelle formation. Donc, inscris-toi au plus vite avant que la loi soit appliquée, parce qu'une fois appliquée, tu n'auras plus rien à faire. Par contre, si tu t'inscris avant, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, tu pourras faire la formation même une fois la loi appliquée et profiter de peut-être, suivant tes conditions, avoir un financement à 100%. Mais je te parle de tout ça en fin de vidéo. Je te laisse aussi leurs informations pour pouvoir les contacter. Aussi, je t'invite à t'inscrire à leur forum photo qui est en français et qui est complètement gratuit. Allez, c'est parti! Alors, quand on parle de Urbex, donc exploration urbaine, quelquefois, là, tu vois, on est pratiquement dans la campagne. Bon, il y a la ville qui est là, mais c'est pas forcément en ville, urbain, ok? Bien que le nom ferait penser ça, ça veut dire en fait où c'est urbanisé, où il y a quelqu'un en fait. Voilà, c'est traduction Eric, voilà. Alors, il y a une discipline qui s'appelle Nurbex, c'est-à-dire de la photo de nu dans des endroits abandonnés. Voilà, mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. Alors moi, quel matos je vais utiliser? J'ai pris mon Hasselblad 907X avec le dos numérique CFV2 50C, bonjour le nom, et le 45 mm P qui est l'équivalent d'un 35-36 mm en full frame. Donc je vais te montrer un petit peu les photos que je vais faire et je vais travailler, je vais fermer un peu le diaphragme pour avoir un petit peu de profondeur de champ pour qu'on voit un petit peu ce que je photographie. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos chez Digiphoto, que ce soit des matos photo, vidéo, accessoires, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud et ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui marque code promo, ils sont complètement compatibles, donc tu peux mettre les deux, me filer un coup de main et aussi profiter de ta promo. Merci beaucoup, ça m'aide vraiment. Continuons. Alors, important, endroit abandonné ne veut pas dire endroit sans propriétaire. Tristement ou pas, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail, tous les endroits construits appartiennent à quelqu'un. Ça peut être même des héritiers qui ne savent même pas qu'ils sont propriétaires, mais ça appartient à quelqu'un. Ça peut être l'État, ça peut être la ville, ça peut être quelqu'un qui ne vient jamais. C'est abandonné, ça a l'air abandonné, mais ça appartient à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est très important de savoir les lois à l'endroit où tu te trouves, parce qu'il peut y avoir des conséquences très, très graves. S'il est indiqué qu'il est interdit de rentrer, ne rentre pas. Ou alors, tu peux avoir des gros problèmes. Par exemple, il y a des pays où c'est 3 000 €, 6 000 € d'amende. Il y a des endroits comme l'État du Texas aux États-Unis, si tu rentres sur une propriété privée, même non armée, la personne qui te voit, qui est propriétaire du lieu, peut te tuer sans aucune conséquence légale pour cette personne. Okay, on n'est pas là pour débattre si c'est bien ou pas, c'est un fait. Okay, donc, quand tu vas mettre dans un endroit abandonné, fais très attention à ce que tu fais. Où tu es, les conséquences peuvent être dramatiques ou financièrement graves. Ou quelquefois, c'est simplement, monsieur, veuillez sortir de chez moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. C'est pour ça que je te conseille, quand tu peux, essaie d'avoir des autorisations. Alors, dans des endroits comme ça, c'est très compliqué d'avoir des autorisations. Déjà parce que, en général, personne ne sait qui est le propriétaire des lieux. Voilà. Deuxièmement, quand c'est des endroits
conservé en bon état, puisqu'il y a deux styles, hein. Il y a le style qui c'est une capsule dans le temps, qui est congelée dans le temps, si tu veux. C'est comme s'il y a 50 ans, les gens étaient partis de la maison, il y a encore tout, il y a peut-être le petit déjeuner qui est posé, tu vois. Et voilà, normalement, ces maisons qui ont été abandonnées comme ça, il y a un propriétaire, la porte est fermée et tout ça, c'est suite à un décès, la famille a fermé la porte, ils attendent l'héritage et tout ça. Normalement, ça, c'est plus facile de savoir qui est le propriétaire et peut-être d'avoir une autorisation et même qu'il t'accompagne pour faire la photo. Mais dans des endroits comme ça, c'est assez compliqué. Donc, essaie quand tu peux d'avoir les autorisations. C'est toujours mieux pour ta tranquillité. Autre point très important, beaucoup de gens disent « Oh mais il n'y avait personne, je me suis mis, j'ai fait les photos et tout ça ». Mais de nos jours, la plupart des gens font des photos et les publient sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils aiment partager ce qu'ils ont fait. C'est très rare les gens qui font leurs photos pour eux, qui la regardent chez eux avec la famille et 3 copains, et c'est tout. Normalement, tout le monde publie. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas publier une photo, eh bien, il y a preuve que tu as été à cet endroit. Et il y a déjà plusieurs personnes qui ont eu des problèmes légaux parce qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux, ils sont rentrés sans autorisation, mais là, il y a la preuve qu'ils y ont été. La même chose, ça arrive avec les photos et les vidéos de drones, des gens qui ont volé dans des endroits où c'est pas autorisé, volé en l'air, hein, où c'est pas autorisé, ils ont publié sur les réseaux sociaux, et puis après, il y a les autorités qui sont venues les voir, mais comment avez-vous filmé ça ? Et il y a eu des problèmes légaux. Donc, fais attention à ce que tu vas publier, surtout les extérieurs, parce que là, souvent, c'est encore une preuve encore plus flagrante que tu as été à l'endroit. Quand c'est à l'intérieur, les gens ne vont pas forcément reconnaître, mais en extérieur, souvent, c'est assez facile. Autre point important, il faut faire extrêmement attention quand tu rentres sur un endroit comme ça. Alors, il y a des endroits qui sont en parfait état. Simplement, c'est ce que je disais avant, quelqu'un est décédé, souvent, ils ont fermé la porte, la famille, en attendant l'héritage, ou ils n'habitent pas dans la région, tout ça. Donc là, normalement, tout tient à peu près debout, sans problème. Mais il y a des endroits comme ça, où il y a, ça s'écroule, ça peut s'écrouler, s'il y a du vent, une tuile peut te tomber sur la tête. Quand tu vas marcher, tu vas voir qu'il y a des planches avec des clous, ça peut traverser une chaussure, tu peux te couper, tout d'un coup une rafale de vent, un mur peut s'effondrer directement. Des gens qui disent « Oh ça serait pas de bol ». Je sais pas, là tu vois, à mon avis, c'est peut-être pas tombé tout d'un coup, c'est peut-être tombé petit à petit. Et si c'est tombé tout d'un coup et tu étais dessous, ça serait vraiment un gros problème pour toi, je pense. Okay, donc fais très attention à l'endroit où tu te trouves. Deuxièmement, souvent dans les endroits abandonnés comme ça, il y a des gens qui se mettent à vivre ou s'installer quelque temps et souvent pour se droguer. Donc fais attention aux aiguilles qu'il peut y avoir parce que tu pourrais t'infecter de choses pas forcément souhaitables. Voilà, donc fais très attention pour ton intégrité physique. C'est pour ça que moi je conseille de ne jamais aller tout seul en urbex. Sois accompagné de quelqu'un qui puisse t'aider s'il y a un problème ou toi l'aider s'il a un problème. Et si tu vas rentrer tout seul, au moins qu'il y ait quelqu'un qui le sache pour que si tu ne ressors pas, ils préviennent les secours et aillent te chercher. Moi je préfère payer une amende parce qu'on est venu me chercher que mourir sous un mur qui s'est écroulé alors qu'on aurait pu m'aider à sortir. Voilà, donc fais attention à ça. Essaie de ne pas y aller tout seul et si tu y vas tout seul, que quelqu'un soit au courant que tu y es et à quelle heure tu y es et à quelle heure tu as prévu d'en sortir. C'est important. Alors c'est vrai, ça fait très dramatique ce que je dis, je suis complètement d'accord, mais il y a toujours des accidents parce qu'il y a des gens qui ne font pas gaffe, qui prennent des risques inutiles ou simplement par insouciance ou inconscience. Voilà, donc vaut mieux donner quelques petites idées de sécurité que pas les donner et après les gens ont des problèmes. Alors, il y a deux types de sites, comme j'ai dit avant. Il y a les endroits qui sont, je dirais, vierges, c'est-à-dire que personne n'est rentré ou c'était rentré avec autorisation et c'était avec quelqu'un qui est accompagné ou qui t'a ouvert la porte ou tout ça. C'est des endroits très très intéressants qui sont vierges où quelquefois tu vas les trouver tout seul. Et beaucoup de gens qui aiment le urbex sont très friands de ce genre d'endroit parce que c'est une capsule dans le temps et tu retrouves les meubles et tout ça, tu as la poussière, c'est magnifique. Mais il faut faire très attention avec ce genre d'endroit. Pourquoi? Parce que il y a des endroits comme ça, qui c'est l'inverse, c'est complètement vandalisé. Tu as des graffitis partout, tu as des gens qui ont cassé, des vandales qui sont rentrés, qui ont tout pété. Donc, quand tu trouves un endroit vierge, eh bien, il faut être discret.
Alors, évidemment, ne pas vandaliser ni mettre des graffitis, mais être discret. Pourquoi? Parce que quand tu vas publier les photos, il y a des gens qui sont friands de tout casser. Et donc, eh bien, ça va leur donner un repère d'où aller. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, mais il ne lui donne pas ses endroits d'urbex parce qu'il a peur qu'on fasse les mêmes photos. » C'est même pas l'idée. C'est même pas l'idée. L'idée, c'est la sécurité. Tout le monde n'est pas sérieux comme toi. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas photographes, qui cherchent ce genre d'endroit pour tout casser, pour s'amuser à peindre, trucs comme ça, du n'importe quoi. Ok? Donc, quand tu trouves un endroit vraiment vierge, fais tes photos, montre les intérieurs, mais évite de publier les extérieurs ou une localisation facile de l'endroit. Ça, je te conseille. Et essaie de rien casser, ne pas toucher, faire tes photos et au revoir. Voilà. Donc ça, c'est important. Le respect de l'endroit. Alors le matos, quel matos peux-tu utiliser? En fait, tu peux utiliser n'importe quel appareil photo pour faire de l'urbex. L'important, ça va être plutôt les objectifs utilisés. Alors il y a des gens qui aiment un super grand angle pour donner un aspect encore plus dramatique à leur photo. Alors ouais, c'est surtout quand tu as des endroits qui sont étroits, ça te permet de voir une pièce entière par exemple, ça peut être très bien, mais ça peut faire une vision assez irréelle. Donc ça dépend ce que tu veux retransmettre. Si tu veux retransmettre une vision humaine, tu vas plutôt prendre l'équivalent 50 mm sera la vision humaine, l'équivalent full frame, et dès que tu tournes la tête, ce sera plutôt un 35. Donc plutôt prendre 35 mm équivalent full frame, ou des gens qui veulent carrément du 15 mm, du 20 mm, du 7 mm, d'avoir un truc complètement hallucinant. Ça, il n'y a pas de règle. C'est vraiment le look qui te plaît à toi. Après, il y a des gens qui veulent une vue d'ensemble et après, ils vont même aller jusqu'au macro pour faire des photos de premier plan de poussière. Donc, ça dépend uniquement de toi. Là, il n'y a pas vraiment de règle. C'est une question de choix personnel. Ok? Par contre, ce qui est important, c'est que souvent, il n'y aura pas de lumière à l'intérieur. Donc, tu vas devoir descendre la vitesse et je te conseille d'avoir un très bon trépied pour vraiment pouvoir descendre la vitesse tranquillement et faire tes photos tranquillement sans qu'il y ait de souci de bouger. Surtout qu'en urbex, normalement, tu veux qu'on voit un petit peu de profondeur de champ, pas juste un bout de poussière mis au point et tout le reste qu'on ne voit pas. Donc, moi, je te conseille de travailler à f4, 5, 6, f8, voire F11, voire F16, donc il faut absolument un trépied pour pouvoir descendre la vitesse. Il y a des fois où tu n'as pas le choix, tu vas avoir besoin d'éclairer. Pour ça, un flash. Alors, quand tu vas utiliser un flash, moi je te conseille de ne pas éclairer la scène, mais vers le plafond ou le mur derrière toi pour que ça rebondisse et que ça éclaire sans projeter d'ombre. S'il y a des éléments, que ça ne fasse pas une ombre horrible au pied d'une table, un truc comme ça. Voilà. Donc, projette vers le plafond, s'il y a encore un plafond, dans ce cas-là c'est difficile, ou le mur derrière toi. Voilà. Je te conseille aussi d'avoir une torche, une lanterne comme on dit en espagnol, donc une petite torche. Pourquoi? Parce que quelquefois tu as des endroits qui sont très sombres et donc tu t'éclaires et tout ça. Si jamais tu vois qu'il y a des interrupteurs, tu dis ah mais la maison elle est en bon état, si ça se trouve il y a l'éclairage. N'allume surtout pas la lumière. Parce que effectivement, la maison est peut-être connectée au secteur, mais peut-être que c'est des vieilles installations. Avec une époque, il y avait même des câbles électriques qui étaient gainés en tissu. Donc, il peut y avoir un court-circuit et ça peut prendre feu. Et toi, tu es dedans. Et même si tu n'es pas dedans, tu as foutu le feu à une baraque. Donc, ne touche jamais, jamais, je répète, jamais les interrupteurs. Si tu ne vois pas bien, il faut que tu emmènes une petite lampe torche. C'est aussi simple que ça. Il y en a d'autres aussi qui emmènent du matériel de sécurité, par exemple des chaussures de chantier qui éviteront qu'un clou traverse ta semelle ou s'il y a un truc qui tombe sur le pied, comme une coque en métal, ça va te protéger. Après, ça dépend de l'endroit et puis ça dépend de tes habitudes urbex. Si tu fais énormément, ça vaut le coup d'acheter des bonnes chaussures. Tu vas me dire, ouais, mais si la première fois que j'en faisais un truc qui est tombé dessus, j'aurais dû les avoir avant. Oui, évidemment, ok. Mais enfin, c'est à toi de voir la sécurité, casque et tout ça, gants, c'est à toi de décider. Voilà. Mais il y a des gens qui ont ça aussi. Ce qui est important, c'est de travailler de manière méthodique. Beaucoup de gens, quand font de l'urbex, ont l'attitude d'un gamin qui court dans un magasin de jouets et qui veut tout essayer. Et non, il faut être méthodique. C'est-à-dire que tu n'auras peut-être pas le temps de faire toute la maison,
Donc, essaie de travailler par zone. C'est-à-dire que je vais faire cette pièce, je fais une vue d'ensemble, après les détails et tout ça, après je passe à une autre pièce. Si tu vois que tu n'auras pas le temps de tout faire en une seule journée, une seule séance, et tu penses que tu auras la possibilité de revenir, ben, laisse quelque chose pour un autre jour. Ou si tu penses que ça serait impossible de revenir, ben, fais comme tu peux, mais essaie d'être méthodique, parce que sinon tu refais 3 fois les mêmes photos sans t'en rendre compte. Au bout d'une heure, bah, tu refais la même photo et tu avais oublié que tu l'avais déjà fait en fait. Donc essaie d'être vraiment méthodique. De la même manière, s'il y a de la poussière sur le sol, essaie de ne pas piétiner partout, parce que ça va sortir sur tes photos. C'est comme si tu vas sur la plage, tu veux faire des photos et tu marches dans le sable, et ben, tu as les traces qui sont dans le sable. Donc, essaie d'être vraiment méthodique, travailler, ne pas tout bouger, essayer que les photos soient le plus, entre guillemets, pures possible. C'est-à-dire que surtout si c'est un endroit qui est en bon état et qui a de la poussière, c'est joli de voir tout ça. Donc, si tu commences à piétiner partout, et de même si tu as un accompagnant, ben, essaie de t'organiser avec lui pour ne pas casser ou péter ou détruire les photos de l'autre en faisant du n'importe quoi. Voilà, sois vraiment méthodique. Et moi, je te conseille de terminer par les extérieurs. Pourquoi? Alors évidemment, si la lumière n'est pas bonne en extérieur, il va faire nuit et tout ça, bah, quelquefois tu es obligé de les faire avant. Mais sinon, pourquoi je te conseille de terminer par les extérieurs? Ben, c'est simple que ça. Là, je suis en train d'enregistrer devant cette maison, mais imagine qu'il y a quelqu'un qui connaît le propriétaire qui passe au loin, il me voit, et il prévient le propriétaire vient et dit « Monsieur, veuillez sortir de ma propriété, vous ne pouvez pas être là ». Et là, il faut que j'abandonne. Par contre, si j'ai commencé par l'intérieur, peut-être que personne ne m'a vu rentrer, j'ai fait toutes mes photos à l'intérieur, et après je fais mes photos extérieures. Si quelqu'un à ce moment-là me dit quelque chose, eh ben, je pars, mais j'ai eu mes photos à l'intérieur. Donc je te conseille de toujours terminer par l'extérieur. Alors, c'est important de respecter l'endroit, hein. Moi, je pense que c'est la clé. Même si tu arrives dans un endroit qui est complètement détruit, c'est pas la peine d'en rajouter. D'ailleurs, parce que n'oublie pas qu'un endroit qui est détruit, un propriétaire peut te réclamer à toi tout ce qu'il y a de mal, hein. Peut-être pas le toit qui est cassé, mais les graffitis, parce qu'il peut dire bah, c'est toi qui l'as fait. Okay. Donc, de toute façon, essaie toujours de respecter. Le plus gros problème que tu vas avoir souvent en urbex, ça va être la lumière en fait, parce que les intérieurs quelquefois peuvent être très sombres et tout ça, et c'est là que tu vas te rendre compte qu'il va falloir que tu joues un petit peu d'ingéniosité, des moments, profiter d'un rayon de lumière qui rentre par un toit ou un truc comme ça. Là j'ai pas le problème, mais si c'était dans l'après-midi tout ça, il y aurait peut-être d'autres genres de photos à faire. Donc la lumière c'est souvent le problème en urbex. Mais vraiment, tu as une liberté totale, il n'y a pas vraiment de règles, tu fais les photos que tu as envie de faire. Il y a des gens qui vont se concentrer sur les graffitis d'un mec qui a été fait, on ne reconnaît même pas la maison, d'autres sur des éléments, d'autres sur un mode de vie, par exemple, si bah, tu vois que c'est, par exemple, j'ai vu des garages, des photos de garages, le mécanicien tristement est décédé, la famille a fermé la porte, il y a encore des voitures, les outils, tout ça, et ils refont une photo comme d'une autre époque, mais avec de la poussière dessus. Donc, il y a vraiment une liberté totale suivant ce que tu trouves, c'est à toi de voir le genre de photo que tu veux faire. Mais il n'y a que toi qui peux décider, là je ne peux même pas t'orienter. Voilà. Alors, comme tu vois, l'important c'est la lumière. Pourquoi je ne suis pas bien orienté au niveau de la lumière? Parce que sinon il y a du vent dans le micro. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. J'ai oublié le petit fluffy là pour il n'y a pas de bruit. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te donne des idées, que tu as envie de faire d'urbex parce que c'est un truc qui est vraiment sympa. Par contre, n'oublie pas tous les trucs de sécurité et de légalité que je t'ai dit, parce que une bonne photo c'est sympa, mais une bonne photo avec un drame ou un problème légal ou des conséquences financières ou physiques, bah, c'est déjà une photo moins intéressante à faire, ça c'est clair. Voilà. Après, chacun casse-cou comme il veut. Ok. Voilà, j'espère que tu as aimé les photos que j'ai fait et j'attends tes commentaires. Voilà. Alors, merci d'avoir vu la vidéo, mais n'oublions pas de dire merci à arvia-école-de-photographie.com qui sponsorise mes vidéos en français. Alors, c'est une école de photographie qui travaille à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que de la théorie. Il y a des exercices pratiques à faire. D'ailleurs, il faut les monter sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te faire les corrections. Tu as un rendez-vous avec ton prof une fois par semaine de manière virtuelle pour qu'il t'explique ce qui va pas, t'améliorer, t'aider, tu poses tes questions et tout ça. Alors, il y a 4 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Et les formations, suivant celles que tu choisis, durent de 8 à 12 mois. Tu vas passer 10-12 heures par semaine. Hein. Certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de tes connaissances au départ, de l'avancement du cours et tout ça. Voilà. Alors,
moi je te conseille de les contacter pour poser toutes les questions que tu as. Ils préfèrent que tu les appelles par téléphone, l'appel est gratuit, hein, c'est pas un surtaxé, donc comme c'est gratuit, profites-en, tu poses toutes tes questions, t'expliques un petit peu ce que tu recherches, pour qu'ils t'orientent un petit peu vers quel cours serait le plus apte pour toi. D'ailleurs, c'est une école qui a une très grosse référence, puisque il y a tous ceux qui se forment par CPF, compte personnel de formation, mettent une note à la fin de leur stage, de leur formation, et c'est l'école de photographie la mieux cotée en France. Donc, parlant de CPF, donc de financement, il y a plusieurs manières de financer une formation. Ça peut être, comme on dit, de ta poche, autofinancement, ça fait plus classe, mais enfin c'est de ta poche. Deuxièmement, peut-être que Pôle emploi peut te financer une formation, ou sinon tu as le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu accumules un petit pécule et un jour ce pécule, tu peux l'utiliser pour te former, que ce soit au loisir ou à la profession, hein, pas qu'à la photo. Hein, okay. Et donc, important, si tu voulais te former à la retraite, parce que beaucoup de gens disent quand je serai à la retraite, je me formerai. Ils veulent utiliser leur CPF, eh bien ils ne peuvent plus parce qu'ils sont déjà à la retraite. L'important c'est de t'inscrire avant de partir à la retraite. Une fois à la retraite, tu pourras te former, mais il faut que ça soit inscrit avant. Autre chose, la loi sur le CPF a changé. Elle a été votée, mais elle n'est pas encore appliquée. Mais apparemment, suivant les dernières nouvelles, les élèves devraient payer, pas que pour la photo, hein, pour n'importe quelle formation, environ 30%, sauf les demandeurs d'emploi. Donc, moi je te conseille, ça serait dommage d'avoir un pécule suffisant pour financer toute une formation et ne pas pouvoir tout l'utiliser, parce que la loi a changé, elle a été appliquée en fait. Eh bien, moi je te conseille de t'inscrire au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date d'application. Tu pourras toujours faire la formation une fois la loi appliquée. Et le dernier point, n'oublie pas, hein, si tu t'inscris à la formation de ma part, après 1 ou 2 mois, je crois le temps de voir ton assiduité, ils t'envoient un super bouquin épais comme ça, avec 350 trucs et conseils photos. Voilà. Donc, contacte-les, le téléphone en description, le site web, le email. Ils seront ravis de te répondre à toutes tes questions. Donc moi je les remercie d'avoir sponsorisé ma vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner à leur forum photo qui est en français, qui est complètement gratuit. Je te laisse aussi le lien en description. Donc voilà, merci Arvia, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu as vu sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com /fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com /fr/cours en ligne. Si une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors n'oublie pas, comme à l'écran, si jamais tu as acheté chez eux, ce serait vraiment sympa. Là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça file une petite aide. Si tu as un code promo, tu peux l'utiliser dans la case code promo, c'est compatible, il n'y a aucun problème d'utiliser les deux. Donc ça m'aide et je t'en remercie énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott et aussi d'autres liens affiliés et un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.